Bonjour, je suis Gabrielle Tremblay, professeure en études scénaristiques pour le compte du département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal. Bienvenue dans cette deuxième édition du cycle de conférences-discussions créé avec la théorie que j'organise en collaboration avec Benoît Jaudoin. Benoît Jaudoin est titulaire d'un doctorat en histoire de l'art de l'Université du Québec à Montréal et en art, histoire et théorie de l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Dans ses travaux, Benoît s'intéresse notamment aux mises en forme de la théorie dans l'art contemporain, au rapport entre art et savoir, ainsi qu'à la recherche-création. Benoît est aussi membre du comité éditorial de la revue S-Art plus Opinion et chargé de cours au département d'histoire de l'art de l'UQAM. Au cours des dernières années, Benoît a aussi publié de nombreux textes dans différentes revues, dont Racard, Liberté, Spirale et Espace Art Actuel. Cette année encore, Créer avec la théorie se décline en 3 épisodes, en 3 chapitres, on pourrait dire, et est programmée dans le cadre d'un cours que je donne au certificat en scénarisation cinématographique de l'UQAM à la session d'hiver. L'activité est rendue possible grâce à l'appui et à la collaboration du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, le CRILC, ainsi que le soutien du département d'études littéraires de l'UQAM. Nous les en remercions. Créer avec la théorie porte sur ce que les ouvrages théoriques, les travaux de recherche et la lecture qu'on en fait ont à offrir au travail de création artistique. En donnant la parole tour à tour à des conférencières issues du milieu du théâtre, du cinéma et de l'audiovisuel et de la littérature, le cycle se veut un espace de réflexion multidisciplinaire permettant au public de tout horizon d'observer comment, concrètement, différentes personnes se saisissent de la théorie dans le cadre de leur travail de création. Aujourd'hui, Benoît et moi, nous nous entretenons avec Sarah Pellerin. Sarah Pellerin est scénariste et réalisatrice. Elle détient un baccalauréat en sciences politiques de l'UQAM et une maîtrise en études cinématographiques de l'Université de Montréal. Elle a également complété un certificat en scénarisation cinématographique à l'UQAM et une formation en cinéma à l'INIS. À titre de scénariste et de réalisatrice, elle travaille autant en cinéma, en publicité, pour le web que pour la télévision. Elle a notamment signé la scénarisation des séries web Georges est mort en 2018 et Clara et les vieux en 2021. Sarah réalise en 2018 Mon Boy, un court-métrage qui s'est retrouvé en nomination au prix Iris ainsi qu'au prix Écran canadien. Elle travaille actuellement au développement de longs métrages tout en réalisant divers projets pour la télévision, tels que Les Cavaliers, une série jeunesse de Stéphanie Lapointe, qui sera en ondes au printemps 2022. Bon visionnement. Alors, Sarah Pellerin, bonjour, bienvenue Bonjour. dans ce cycle de conférences discussions. Merci beaucoup d'accepter de te prêter au jeu de la conversation avec Benoît et moi. On est ravis de pouvoir s'entretenir avec toi aujourd'hui. Donc, on va te poser quelques questions. On échange là-dessus. Reviens-nous si tu veux qu'on précise des choses. N'hésite surtout pas. Les questions qu'on a préparées aujourd'hui sont en lien direct avec ton travail, à la fois en tant que réalisatrice et scénariste, mais aussi, on va aller un peu du côté de tes études aussi que tu as fait, notamment tes études de deuxième cycle. Tu as écrit un mémoire. On va pouvoir revisiter les questions que tu convoques là-dedans, puis voir aussi t'entendre sur comment peut-être tes études, tes recherches, tes lectures ont influencé ton travail de création. Mais d'abord, on va y aller du côté de tes projets. Donc, dans plusieurs projets auxquels tu as participé, soit à titre de scénariste et ou de réalisatrice, un enjeu social est vraiment récurrent, puis c'est celui de les représentations de la masculinité. Pardon. Dans ton écriture, nombreux sont les personnages masculins qui négocient leur appartenance au genre puis au croisement de situations émotionnelles qui sont chargées aussi à travers différents thèmes, là, par exemple le deuil, les difficultés relationnelles, l'amitié entre hommes, des choses comme ça. Et là, je me demandais, pourquoi, on se demandait surtout pourquoi travailler sur la masculinité, d'où te vient cet intérêt-là? En fait, je pense que tout ça a commencé un peu quand j'ai fait, avant d'aller en cinéma et d'aller en écriture scénaristique, j'étais en sciences politiques avec une mineure en féminisme. Puis à l'époque, les enjeux concernant le féminin, ça m'habitait beaucoup. Dès mon adolescence, j'avais tellement de questionnements, de malaise. Je n'arrivais pas à mettre des mots sur plein d'injustices qui m'apparaissaient aberrantes. J'avais une espèce d'inconfort souvent lié à la question du féminin puis du masculin. Puis pendant toute la période de mon baccalauréat, c'est surtout vers les enjeux liés au féminin
auquel je me suis davantage penchée. Puis, plus ça avançait dans le temps, plus je me suis tournée aussi vers le masculin, me disant que c'était un peu inévitable de questionner le masculin aussi, étant donné qu'on est dans une société, on est dans un monde qui fonde deux sexes, deux genres, puis on polarise, on sépare les gens en deux catégories. Donc, ce côté hermétique-là des catégories m'énervait. Et donc, j'avais envie justement de me tourner vers le masculin en voyant à quel point le patriarcat, les stéréotypes en place pouvaient aussi affecter la définition du masculin. Donc, c'était un peu ça mon instinct. Et c'est un peu ça aussi qui a motivé mes études, ma maîtrise en cinéma. Et par la suite, donc, la création de courts-métrages, de web-séries ont été bien sûr teintés par ces questionnements-là. Et donc, par comment on définit puis on redéfinit le masculin, si on veut. Mm-hmm. Est-ce que tu dirais que tu portes un regard féministe sur la question de la masculinité? Ou plutôt, est-ce qu'on pourrait dire que c'est féministe en soi que de s'intéresser à la masculinité? Ah, je pense que c'est féministe. Ben, dans ma tête, à moi, c'est complètement... pour moi, les théories féministes sont un atout pour les hommes tout autant que pour les femmes, là, dans le fond. Je pense que de questionner l'ordre établi en ce moment, qui est complètement fondé sur une vision patriarcale, je pense que ça sert au final aussi les hommes, même si bien sûr la majorité d'hommes blancs, cisgenres, ont des bénéfices, ont des privilèges liés à ce système-là. Je pense quand même que plus ça va dans le temps, plus la pression génère quand même des souffrances sur cette espèce de masculinité traditionnelle qu'on impose aussi aux hommes. Mm-hmm. Donc, je pense que le féminisme, c'était ma porte d'entrée, en fait, pour voir le masculin. C'était la porte d'entrée, puis de découvrir aussi les men's studies. Donc, dans le fond, qui ne sont vraiment pas étrangers non plus aux penseurs, aux femmes qui ont élaboré les théories féministes aussi, là. Puis, comment tu réfléchirais ton point de vue sur la question de la masculinité en tant que femme? Tu sais, on vient de parler à travers un cas, disons, davantage théorique, mais aussi sociopolitique, qu'est le féminisme, par exemple. Mais ton regard, toi, en tant que femme dans le monde, quel regard tu portes sur cette question de la masculinité? Bien, c'est sûr que c'est mon vécu, moi, en tant que femme, que fille. Quand j'ai grandi, j'ai tellement senti de dichotomie entre ce qu'on disait aux gars et ce qu'on disait aux filles. Je me rappelle juste de l'époque de mon adolescence où c'était très, très, très fort. Je le voyais, je le sentais concrètement. Donc, c'est sûr que ça influence mon regard sur les hommes. Je le fais à travers les textes que j'écris. Je suis teintée de ce regard-là, de ces observations-là que j'ai faites. Donc, c'est sûr que ça reste ma posture, ça reste mon point de vue. Mais c'est ça, je pense que encore là, d'avoir fait des études en féminisme puis de m'intéresser à ces enjeux-là, ça reste une clé, je pense, pour questionner le masculin puis se permettre de le faire parce que veux pas, tous les questionnements que j'ai eus dans ma vie personnelle, même sur ma féminité, ça a été lié à des hommes puis même à des femmes qui pointaient du doigt des stéréotypes ou des obligations qu'on pouvait avoir par rapport à notre genre. Mm-hmm. C'était comme ardu, mais bon. Par rapport à... Ben, moi, je ferais un peu du pouce sur cette idée-là de la masculinité qui a été étudiée, mais qui a été étudiée aussi dans un sens assez, dans une perspective assez sensible, en fait, dans une perspective relationnelle. J'ai lu ton mémoire et j'avais en tête finalement cette question-là de la masculinité, puis j'ai été assez... intéressé par le fait que cette masculinité-là est vraiment associée à l'amitié dans tes recherches. Tu parles du concept de bromance, par exemple. J'aimerais ça t'entendre un peu sur ce parcours-là, dans ce détour-là
à l'université dans ton parcours professionnel. Bon, tu l'as fait dans le cadre d'une maîtrise, on en parlait tout à l'heure, en études cinématographiques à l'Université de Montréal. Donc, qu'est-ce que tu es allé chercher par ces études-là? Qu'est-ce que tes recherches, plus spécifiquement sur ce concept-là de bromance, a permis de faire, ou en tout cas, quelle influence que ça a eu sur ta pratique d'écriture? En fait, dans mon parcours, comme ça a été pour moi la maîtrise d'une espèce de bouffée d'air parce que j'ai travaillé longtemps sur les... En fait, j'ai travaillé aussi en production, c'est-à-dire que j'ai été sur le terrain, sur des plateaux de tournage, puis il est venu un moment où j'avais vraiment envie de revenir aux études, puis la maîtrise, ça m'a permis un peu de renouer avec les théories féministes, de renouer avec l'école et puis les théories en cinéma aussi, d'y aller d'aller retrouver les livres, d'aller retrouver une espèce de moment de réflexion par rapport au scénario, par rapport au film, par rapport à ce que j'ai envie de dire, comment j'ai envie de le dire. Donc, c'est comme ça que la maîtrise est arrivée. Et donc, suite à ce parcours-là que j'avais fait des années plus tôt en sciences politiques puis en féminisme, bien, pour moi, c'était la suite logique de me tourner vers le masculin. Puis quand est venu le moment de trouver un sujet, c'est là que je voyais la multiplication de films de bromance qui apparaissaient. Puis ça faisait déjà des années là, que c'était en place. Puis ça m'avait marqué, justement, quand j'étais adolescente et même jeune adulte, je voyais cette espèce de tendance-là de ces personnages masculins hyper populaires, un peu anti-héros, mais qui se déclarent leur amour puis qui sont très, très, très proches. Et donc, c'est ça, cette amitié-là masculine, puis cette proximité entre les hommes, puis cette espèce d'amitié où tellement privilégiée, où personne peut ébranler cette amitié-là. C'est ça qui est important, au-delà des relations de couple, au-delà des femmes, cette espèce d'amitié entre hommes, cette solidarité-là, cette force-là, cette loyauté-là, ça me fascinait. Puis, c'est ça. Donc, ce fameux concept de non, on se fait un week-end de gars, on se fait une soirée de gars, au même titre que les soirées de filles et tout ça, mais moi, j'étais fascinée par cette idée-là. Donc, la maîtrise est venue gratter là-dedans et m'a permis par la suite de mieux comprendre certains stéréotypes pour les appliquer après dans des séries web ou des courts-métrages ou des séries télé, peu importe. Oui, on va en revenir justement dans un instant, mais avant, je vais te demander, c'est une autre réflexion que j'ai eue quand j'ai parcouru ton mémoire. Tu identifiais à certains moments la question de la réception ou du public qui est visé par ce type de film-là, la dimension marketing. Par exemple, tu dis que les films de bromance, en fait, sont un peu des sortes de date movies parce que, bon, le côté un peu humoristique plaît aux hommes, puis l'investigation relationnelle, des relations entre hommes, bien, ça susciterait une sorte de curiosité pour les femmes. Bon, le côté aussi adolescent, donc ça rejoint différentes générations, tout ça. Je me disais, est-ce que quand tu écris, c'est une question que tu as en tête, à qui je m'adresse, comment des personnes qui s'identifient à un genre ou pas vont répondre à ce que tu écris de façon différente? Est-ce que c'est un élément que tu as en tête quand tu écris? C'est drôle, pas en tant que scénariste sur mes projets plus personnels, c'est pas quelque chose que je fais comme de manière délibérée. En fait, on a toujours envie de toucher le plus de gens possible. Mais donc, c'est ça, quand j'écris pas nécessairement en ayant un public en tête. C'est quelque chose qui vient plus tard quand en subvention, on nous demande à qui on s'adresse, puis là, on doit se creuser un peu la tête, puis leur dire plus précisément à qui on s'adresse. Par contre, c'est une question que je me pose souvent quand je suis appelée à réaliser des scénarios que je n'ai pas écrits nécessairement, que ce soit pour la télé ou le web, parce que j'ai aussi travaillé en jeunesse, donc veux pas, c'est une question qui se pose dans certains choix artistiques, musicaux, dans la manière d'aborder la caméra, puis le type de montage. C'est sûr que c'est une question que je me pose, le public, à ce niveau-là, mais plus comme réel. Dans mon travail en tant que scénariste, c'est des projets qui sont un petit peu plus proches de moi, c'est-à-dire qui viennent un peu
des zones plus personnelles puis de mon champ d'intérêt à moi. Donc, j'avoue que c'est pas là que je vais tout de suite. Par contre, si je venais à faire un film pour ados, peut-être que c'est certain que je me poserais certaines questions liées au public. Mais j'avoue que non, ça ne fait pas partie de ma pensée quand je suis dans le concret de l'écriture. Et est-ce que des fois, tu es un peu étonné par le type de feedback que tu peux recevoir après coup quand ton travail est réalisé puis est présenté au public? Est-ce que des fois, il y a est-ce que tu as des surprises, la manière dont c'est reçu? Est-ce que tu as des commentaires qui t'aident à cheminer dans tes réflexions ou qui te donnent envie de partir d'autres projets d'écriture? C'est toujours le fun qu'un projet rayonne puis arrive à toucher les gens. Des fois, je suis étonnée à quel point il y a des projets qui ont été comme plus fédérateurs que d'autres. Là. Par exemple, la web-série Claire et les vieux que j'ai scénarisée. J'avoue que je ne m'attendais pas à avoir autant de retours. Et là, des gens de tous âges, je ne m'attendais pas honnêtement à ce que la série rayonne autant, puis ça m'a fait bien plaisir. Non, je n'ai pas eu de feedback particulier en lien avec certains films. Tu sais, c'est sûr que c'est le fun, surtout lié à la masculinité. Le court-métrage que j'ai fait, Mon Boy, ça suscitait toujours des discussions. Il y a toujours quelqu'un qui a une histoire à raconter d'un enterrement de vie de garçon qui a déliré un peu. Puis ça devient aussi une porte de réflexion sur aussi comment eux, ils voient ça. Tu sais. C'est comme la pression. C'est tellement un film qui est lié au fait d'une pression de performance que veut pas, ça ouvre quand même la porte à des discussions intéressantes avec le public. Fait que ça m'a donné, ça a confirmé pour moi que le dialogue puis de rejoindre le public, c'était possible parce que j'avais très envie avec ce film-là de provoquer quelque chose, puis je pense que ça a quand même marché. Donc, ça, c'était le fun. Ouais. Par curiosité, un peu plus tôt, tu parlais de ta fascination là, au moment de tes études, surtout tes études de second cycle, pour le bromance tel que vu dans quantité de films, particulièrement des films qui nous viennent des États-Unis, des grandes comédies. Bon. Et cette fascination-là, c'est-à-dire, je trouve qu'il y a un lien intéressant à faire. J'aurais envie d'entendre peut-être un peu plus là-dessus de qu'est-ce qui te fascinait. Dans quelle perspective? Est-ce qu'on parle d'une fascination oh, wow, c'est ça que je veux dans ma vie, ou une espèce d'inquiétante étrangeté ou de méfiance? Parce que quand même, dans ton travail, si on pense à tes productions, à tes scénarios, à tes réalisations qui parlent de masculinité, tu ne reconduis pas le bromance comme ce qui est représenté dans les productions à grand déploiement américaines. Et par le fait même, comment ton travail est reçu sur les questions de la masculinité. Il y a comme une espèce d'arc presque d'un pôle à l'autre. Je me demandais donc quel type de fascination, puis qu'est-ce qui fait que ça s'en va dans la direction que tu lui donnes et comment c'est reçu par la suite? Ma fascination pour ces films-là, il y avait comme une inquiétante étrangeté. Puis c'était de voir les gars autour de moi aussi répéter ces espèces d'amitié très fermée entre gars qui faisaient écho à ces films-là. Donc, j'avais un sentiment encore d'une tendance de sexisme, en fait, qui se manifestait encore. Puis ces films-là étaient tellement populaires, puis ils passent un peu dans le beurre. Puis je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pourquoi on met à l'avant-plan ces amitiés-là? Puis là, on se déclare notre amour, puis on a une espèce de jeu de frôlement avec comme si on se moquait un peu, même à certains moments, de codes liés à l'homosexualité, dans le sens et donc à l'affinité, parce que c'est souvent de pair dans ces films-là qui jouent avec les stéréotypes. Fait que c'est ça qui m'a menée là en disant, j'avais envie de creuser ces succès populaires-là, puis comment ça faisait écho à mes frustrations, moi, dans ma vie personnelle, de voir des gangs de gars encore réitérer qu'on ne pouvait pas y aller ce week-end-là parce que j'étais une fille. Donc,
c'était cette période-là où ma vie personnelle, ces films-là, puis l'opportunité académique permettaient de tout mettre en place puis de brasser un peu de brasser ça, là, de brasser ces questionnements-là. Puis c'est ça. Donc, moi, quand je l'aborde après coup, c'est sûr que j'ai ça en tête puis que je ne reconduis pas. Moi, j'étais pas en admiration nécessairement devant ces films-là. J'étais vraiment dans de la culture populaire. Je suis comme, on prend un gros popcorn puis on regarde. C'est dans ces films-là, c'est des blockbusters, donc c'était pas nécessairement des films que je consomme avec c'est un cerveau. C'est-à-dire que c'est des no-brainers, ces films-là. Ça se veut être du plaisir, ça se veut pas casse-tête. Moi, je me suis cassé la tête avec ces films-là, mais bien sûr qu'après coup, mon désir en tant que réalisatrice, scénariste, c'était vraiment pas d'obtenir une recette pour refaire une espèce de film comme ça, là, pas du tout. Là. C'était de mieux comprendre ce qui est en place, puis de moi, à ma manière, les questionner dans mes œuvres après, tu sais. Justement, par rapport à la web-série Georges est mort, je trouve qu'il y a beaucoup dans ton écriture de choses tournent autour de dynamiques sociales conflictuelles. Bon, là, dans ce cas-ci, liées au genre, très, très clairement. Puis les difficultés semblent être liées justement à ces dynamiques sociales-là. Bon, clairement, on sent que les façons de faire traditionnelles des hommes servent pas beaucoup au personnage principal, mais qu'il n'y a pas vraiment de facilité à inventer d'autres manières d'être un homme qui pourrait mieux le servir. Donc, toute cette écriture-là, scénaristique autour des dynamiques ou des tensions sociales liées au genre, est-ce que tu pourrais faire une sorte de lien direct entre cette écriture-là qui tourne autour de ces dynamiques, puis des lectures plus théoriques que tu as fait au cours de tes études ou en préparation spécifiquement à ce projet-là? Bien, c'est sûr que là, ça fait un moment que je ne suis plus à l'école, mais c'est sûr que j'ai été marquée par le travail de Judith Butler, par exemple, que toute la notion de performance, puis ces réflexions-là, ça m'a vraiment habité longtemps et ça m'habite encore toujours. Puis il y a quelque chose d'intéressant aussi sur le travail de l'acteur et tout ça, toute cette réflexion-là de la performativité. Donc, c'est sûr que ça a quand même teinté, puis ça continue, je pense, de m'habiter, même si les théories sont plus très, très fraîches dans ma tête. C'est quand même des lectures qui ont été marquantes, puis dans le contexte plus précisément de la masculinité et puis des bromances, il y a un livre d'un historien qui s'appelle Christopher E. Forth qui a fait un livre, puis il abordait les crises de la masculinité en parlant de est-ce qu'il y a une crise de la masculinité, puis on se rendait compte que dans le fond, la masculinité est perpétuellement en crise, en fait. Et de parler d'une crise de la masculinité, c'était un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que chaque époque a une crise liée à la masculinité parce que ce pouvoir-là doit se consolider puis se réactualiser en fonction des nouveaux standards. C'est-à-dire que à une époque, un homme qui est plus rond ou qui a des courbes, c'était comme lié au féminin, c'était le danger, il fallait s'entraîner, alors qu'aujourd'hui, les standards masculins tendent à changer quand même, puis il y a autre chose qui est en train de se créer. Mais donc, je trouvais ça juste intéressant, cette idée-là qu'on nous sort souvent de « Ah, c'est pas facile d'être un homme en 2022 », mais on se rend compte que c'est pas facile d'être un homme en 1920, puis c'est pas facile d'être un homme en 1945. C'est-à-dire qu'il y a les conjonctures historiques, oui, il y a des guerres, il y a des crashs économiques, il y a plein de circonstances dans l'histoire, mais il y aura toujours des crises, il y aura toujours une manière parce que c'est un pouvoir qui peut se faire ébranler, donc qui doit aussi se consolider pour rester en place. Fait que c'est ce que j'avais trouvé intéressant, puis c'est des lectures qui continuent de m'habiter parce que, veux pas, je trouve qu'on parle du masculin et du féminin aujourd'hui, en 2022, quand même de manière très différente de quand j'ai fait mon mémoire de maîtrise ou quand j'ai fait mon bac en sciences politiques. Je veux dire, c'était avant, mon bac en sciences politiques avec le en finissait avant le mouvement MeToo.
c'est autre chose maintenant. On en parle autrement. Les relations de couple, les relations entre amis, goffer, les conversations ont quand même changé. Je trouve ça très beau d'ailleurs de voir comment on voit les choses quand même changer. Puis de voir aussi des hommes qui revendiquent d'autres corps, puis d'autres types de standards masculins hors tradition, à l'extérieur de stéréotypes traditionnels. Donc, je pense que ça change encore. Donc, c'est ça. Ça se réactualise tout le temps dans mon écriture, je veux pas. Mais ça m'habite, ces œuvres-là théoriques. Il y en a d'autres. Vraiment, c'est ça. Donc, de sociologues aussi là, qui m'habitent quand même encore aujourd'hui. En t'écoutant, je me disais, c'est intéressant parce qu'il y a comme un double point de vue qui s'articule sur cette question-là de la crise. Parce que là, tu réfères à partir de tes lectures théoriques à des crises qui sont nommées par l'histoire, qui sont nommées par la sociologie, qui concernent des phénomènes de génération. Donc là, on est vraiment dans le macro. Et puis de l'autre côté, dans ton écriture, c'est aussi une écriture de la crise, mais là, c'est vraiment la crise telle qu'elle peut être vécue par une personne. C'est une masculinité en crise, mais dans des circonstances extrêmement personnelles, particulières. Je trouve ça intéressant de t'entendre parce que c'est comme si, dans ta réponse, tu faisais vraiment bien le pont entre ces deux perspectives-là, puis que ta proposition, c'était finalement de faire une sorte de pont entre ces deux manières de concevoir la masculinité en crise. Oui, ben c'est gentil. J'espère être capable de le faire puis de m'améliorer et puis de le faire de mieux en mieux parce que en fait, tout mon parcours académique, scolaire, ça a été de comprendre pourquoi j'avais certaines émotions et certains sentiments. Puis je pense que des fois, il faut sortir du micro pour comprendre plus largement ce qu'on sent. C'est comme prendre du recul. Puis les études, ça permet de faire ça, puis ça permet d'avoir des clés aussi théoriques pour pouvoir avancer. Puis moi, après ça, ça me permet de revenir puis de me coller à des personnages, puis de développer des scènes, développer des psychologies qui peuvent, j'espère, humblement être assez nuancées puis assez complexes pour rendre compte de ces crises-là, tu sais, de ces périodes-là dans l'histoire qui sont comme « Ah, OK, là, il se passe, on est comme dans un petit nœud qui est en train de se défaire ou qui... donc, pour rendre compte de ces backlash-là, de ces changements-là, de toutes sortes c'est ça. Est-ce que, parce que, OK, là, tu ouvres la porte à ce que l'écriture puis tes recherches, ça te permette aussi, toi, personnellement, à avancer sur ces questions-là. Ma prochaine question que tu as préparée, c'est celle qui porte sur le concept de straight queer, que je voulais te demander de définir, puisque tu l'abordes dans ton mémoire, mais en même temps, là, j'ai comme envie d'adapter la question pour te poser la question, est-ce que tout ce travail-là que tu as fait dans l'écriture puis dans la recherche, ça te permet de dire, ah ben, j'identifie des personnes qui potentiellement pourraient être, ou entre des profils de personnes qui potentiellement pourraient être toxiques, puis d'autres profils que je considère qui sont plus intéressants. Est-ce que tu as ce type de rapport-là? Non, à partir de ton écriture. Ah, à partir, comme quand je regarde les gens autour de moi. Oui, ouais. Est-ce que ça change un petit peu la façon dont tu vis tes relations? Peut-être un peu, j'imagine, parce que c'est ça, c'est juste des outils de plus pour voir des dynamiques. Des fois, en fait, c'est... tu sais, j'ai beau gagner quand même en expérience. Moi, je suis jamais bien loin du syndrome d'imposteur. Puis des fois, je me retrouve quand même sur un plateau avec plein de gars. Puis il y a quand même une dynamique qui se crée. Puis je dis, oh mon Dieu, il faut que Donc, je pense que ça reste des théories aussi qui m'aident à désamorcer certaines affaires ou certains comportements. Puis qui me permettent aussi de m'affirmer ou de pas trop m'en faire des fois avec certains profils masculins un peu genre lourds. Je vais utiliser le terme lourd. Donc, ouais, je pense que ça permet quand même sans avoir de la compassion, de voir un peu que
il y en a qui parlent très, très fort puis qui prennent des directions de stéréotypes, puis tu fais comme, bon, OK, je n'accorderai pas trop d'énergie là-dedans. Là. On va parler de ce qui se passe sur le plateau dans un instant, mais moi, j'insisterais sur la question, Benoît, que tu annonçais. Je serais curieuse de t'entendre, Sarah, sur ce concept peu connu pour bien des étudiants, des étudiantes, je crois, dans mon cours de straight queer. Qu'est-ce que c'est ça? Si tu peux nous glisser un mot de ta compréhension de ce concept-là, puis comment ça influence ton écriture? En fait, c'est un concept que j'ai croisé pendant mes lectures concernant quand j'étais à la maîtrise. Dans le fond, je veux juste me rappeler du nom de l'auteur, je me suis notée parce que pour moi, c'était quand même... C'est Thinking Straight de Chris Ingraham. J'avais trouvé ce concept-là ce concept-là. Donc, dans le fond, c'était quand je réfléchissais au bromance, je prenais une direction, puis quand même, j'étais quand même en train de dire qu'il y avait beaucoup d'aspects réactionnaires à ces films-là, de retour à l'ordre, de pensée hétéronormative, qu'il y avait même, c'est ça, qu'il y avait un petit côté parfois homophobe à certaines scènes, à certaines dynamiques. Puis je me disais, mais j'avais quand même le sentiment que c'était pas nécessairement tout noir dans ces films-là au final, puis qu'il y avait quand même dans l'incarnation de personnages masculins un peu différents qui s'appropriaient des codes dits féminins, c'est-à-dire des hommes qui n'étaient pas traditionnellement masculins dans ces films-là, puis qui étaient quand même les héros de ces films-là. Ça pouvait quand même apporter une certaine contribution à comment on perçoit le masculin puis comment on permet aux hommes d'incarner une masculinité différente, plus moderne. Puis le straight queer, c'était un peu, c'était justement une notion qui était dans le livre que je viens de citer, où ces hommes-là qui ne se disent pas nécessairement hommes traditionnels se permettent d'être des hommes, de l'assumer, mais de rejeter cette pression-là de la masculinité traditionnelle, puis ces stéréotypes-là de la masculinité traditionnelle. Puis, et donc, c'est ça. En pensant à ce concept-là, puis à ces films-là, je me disais, bon, même si on a des espèces de retour à l'ordre, retour à l'hétéronormatif, il y a quand même la mise en place de personnages qui sont beaucoup plus fluide, si on veut, par rapport à la masculinité. Donc, c'était un peu ça, cette idée-là de straight queer, c'est-à-dire que on est encore dans l'hétéronormativité, mais on repense un peu les stéréotypes. On se permet de les rejeter. Tu annonçais un peu déjà le sujet en parlant du plateau. Tu te retrouves avec une gang de gars, il y a des dynamiques qui se mettent en présence dans différents documentaires en ce moment, même disponibles sur Netflix. Là, je pense à This Changes Everything, je crois, qui est le titre là, de mémoire. Je le dis vite, mais comment des réalisatrices parlent de leur expérience avec des équipes de techniciens qui rapidement les tassent pour prendre des décisions à leur place. Bon, il y a quelque chose avec les techniciens qui peut se passer, mais je serais intéressée à t'entendre parler davantage. Peut-être on pourrait se concentrer sur le travail que tu fais avec les acteurs, puis comment tu les diriges, comment l'idée de la masculinité se joue dans ton approche, comment ça se joue dans votre travail de collaboration aussi, pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire. Oui. Mais j'ai trouvé la question hyper intéressante, puis en fait confrontante, parce que les projets que j'ai faits, j'en ai même pas abordé directement avec les acteurs. C'est comme omniprésent dans l'œuvre, mais j'ai pas pris le temps de leur en parler directement. On est comme embarqué dans le travail, dans le texte, dans la mise en scène, puis on n'a pas comme suranalysé le rapport, par exemple, à la masculinité dans Mon Boy, dans le court-métrage, qui était comme quand même mon premier film financé un petit peu plus à grosse échelle. Je n'ai pas abordé cet enjeu-là avec eux. Ils ont lu le scénario, ils ont embarqué, puis ils m'ont suivi là-dedans.
Puis ils ont donné... je pense qu'ils avaient bien capté quand même ma vision, puis ce que j'avais l'intention de faire. Puis l'histoire, je pense que les acteurs restent des êtres généralement sensibles puis qui veulent bien défendre des personnages. Fait que je pense qu'ils avaient cette sensibilité-là pour comprendre. Mais c'est ça, ça reste intéressant. Mon boy veut pas... j'avais quand même une petite distance par rapport à tous les acteurs. La gang de filles aussi. Moi, j'étais de mon bord, je faisais je réalisais, mais c'était quand même intéressant de voir cette gang d'acteurs-là recréer une gang de gars. Puis les actrices du film étaient ensemble. Il y avait une gang de filles. C'était intéressant de voir comment ça pouvait nourrir aussi le jeu devant la caméra. Mais faudrait que j'en reparle. Mais je pense, par exemple, à tout ton casting sur Georges et Mort. Est-ce que là, même si le thème de la masculinité traverse la web-série, comment... Peut-être que vous n'avez pas eu nécessairement de conversation sur ce thème-là entre vous, mais deux choses, c'est-à-dire que premièrement, au moment de la distribution de rôle, l'étape du casting en tant que telle, comment tu commenterais ton propre rapport à la masculinité dans ta façon de sélectionner tes acteurs pour tel type de rôle? Quels critères viennent faire surface dans ton esprit de manière peut-être inconsciente, là, mais quel regard tu portes là-dessus et forcément dans la construction des personnages pour les acteurs en présence et dans tes indications, là pour le dire de manière un peu caricaturale, disons, mais je pense à la scène de vestiaire dans Georges est mort. Est-ce qu'on dit allez-y ou on dit ben là, il faut que vous soyez plus de même, moins de même? Quel type de vocabulaire, quel type de discussion on a? Donc, pardonnez la question fleuve ici, mais on le voit, qu'est-ce qui oriente ta sélection, qu'est-ce qui oriente la composition, la construction des personnages, le incarné, puis les discussions, les directions sur le plateau. Bien, Georges est mort, c'est Charles Grenier qui a réalisé, mais donc, moi qui étais à l'écriture, on est très, très proches. On est proches même dans la vie. Donc, tu joues dans Georges est mort, je me suis dit, la question se tient parce que tu es très proche de toutes les étapes. Tu es dans la série aussi, donc tu es sur le plateau. Oui. Dans le cas de Georges est mort, je pense que mais c'est bon parce que je me rends compte que si, justement, on n'a pas tant de précision à faire sur le plateau, c'est parce que ça s'est fait en préparation, mais ça s'est fait dans les textes aussi. C'est-à-dire que dans ma manière d'écrire les didascalies, puis de préparer mentalement, je pense que quand on lit le texte, on peut déjà se faire une idée visuelle du type de personnage, puis de sa manière de parler, puis de sa manière de bouger. Donc, je pense que ça reste un outil, ça reste le premier outil, le scénario, pour guider des comédiens, guider un réalisateur ou une réalisatrice dans c'est quoi, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place. Donc ouais, c'est vrai que dans le casting et tout ça, c'est intéressant parce que quand on joue avec des codes masculins, c'est sûr que moi, j'aime beaucoup les contrastes, j'aime les ruptures, surtout quand on joue avec les stéréotypes. Fait que de prendre par exemple, un acteur qui est beaucoup plus petit, menu, pour jouer quelque chose de plus viril, ça crée un effet. De prendre le cliché du gars bâti très musclé pour jouer un gars bâti très musclé, ça dit quelque chose. Fait que c'est sûr que ça influence la galerie de personnages, comment on l'aborde, puis comment on l'écrit. Bien sûr, ça teinte... c'est ça, le casting, ça reste un domaine où on continue de jouer avec les stéréotypes, puis c'est là que ça devient intéressant des fois par rapport au texte d'aller ailleurs ou des fois de renforcer quelque chose par rapport au texte. Donc, mais par exemple, excuse-moi, exemple, dans ta conversation avec ton réalisateur sur ce projet-là, vos conversations autour du thème de la masculinité, est-ce que ça va dans le sens de ben oui, je comprends tout sur toute la ligne ou ben non, les gars, c'est pas si pire que ça, mettons? Non, mais j'ai parlé beaucoup de ça avec le réalisateur, oui, puis ça reste son regard aussi à lui. Mais tu sais, j'avoue que la comédie
ça permet aussi d'aller le plus loin, puis d'exagérer, puis de mettre en place des personnages plus grand nature un peu, là. Donc... Disons, si on se projette sur de futures réalisations, de futurs projets de scénario, mais que tu porterais toi aussi à l'écran, admettons que la masculinité est au menu de tes futurs projets. Je ne veux pas aller dans la spéculation, là, mais je crois que c'est très concret comme réflexion. Surtout en ce qui concerne les échanges qu'on peut avoir avec les comédiens et les comédiennes. On le sait, en distribution de rôle, des fois, on y va par contraste, par effet de surprise, mais des fois aussi, on va dans une distribution qui se veut tout à fait naturelle. Et là, ça peut créer des choses comme travailler avec quelqu'un qui incarne une certaine masculinité, disons, problématique, sur-traditionnelle, qui colle de près au personnage. Donc là, souvent, en réalisation, on est content quand ça se passe, mais ça implique des dynamiques de travail probablement singulières. Comment est-ce qu'on doit avoir certaines conversations avec nos collaborateurs? Est-ce qu'on doit réfléchir ensemble à tout ça ou il vient travailler une journée sur le plateau, puis merci, bonsoir? Oui, c'est une bonne question. Mais en même temps, moi, j'ose croire qu'on a quand même des acteurs assez talentueux qui sont vraiment capables de faire de la composition. C'est-à-dire que oui, des fois, il faut se rapprocher d'un personnage, mais par exemple, de travailler avec quelqu'un que je considère problématique, je ne suis pas sûre que j'irai là par principe. Par principe. Pour moi, le jeu, il y a tellement d'acteurs compétents et talentueux. Puis un look, des fois, ça s'arrange. Il faut peut-être être créatif, il faut peut-être repenser au costume, au maquillage et tout ça. Faut voir, mais prendre quelqu'un de problématique parce qu'on a un personnage qui incarne une masculinité un peu plus toxique, ça ne m'apparaît pas un choix judicieux, éthiquement parlant. Puis même sur le plan du travail, je ne trouverais pas ça agréable parce que ça reste un échange, on bâtit quelque chose avec un acteur. Tu sais, c'est pas juste nécessairement moi, je ne vois pas les acteurs comme simplement des entre guillemets, des pantins. Je veux dire, ça reste des créateurs, ça reste un échange. Puis il faut que la discussion elle soit fluide. Si je sens que je me fais moi-même intimider sur un plateau de tournage, c'est pas l'idéal, tu sais, pour l'aspect créatif. Donc, j'ai pas envie de ça. Puis même si je me suis retrouvée sur des plateaux dans des dynamiques où j'étais même impressionnée ou intimidée, je pense qu'aujourd'hui, je l'aborderais de front. Maintenant, je l'aborde avec certains hommes avec qui je travaille, avec qui je peux ressentir ça. Je pense que je le dis. Je pense que c'est ça aussi. C'est ça, c'est ça qui fait du bien dans ce qui se passe en ce moment. Je ressens ça, je l'assume, j'en parle, je désamorce. Je vais désamorcer ça. Parce que pour moi, un plateau, c'est un endroit où on doit se sentir bien. Puis, c'est ça. Je reviendrai un petit peu en arrière dans la conversation. Quand tu me parlais des films de bromance, puis tu disais, bon là, c'est ces films qui m'ont intéressé dans le cadre de mon mémoire, c'est des films Hollywood popcorn. Ouais. Bon, il y a le film, je pense, I Love You Man, puis le film Hyundai qui a constitué quand même là, une partie importante de ton mémoire. Tu as fait des études de cas. Là, on sent que tu as beaucoup écrit sur ces deux œuvres-là. Et donc, tu as développé une sorte de proximité à l'égard de ces films-là. Puis tu disais aussi tout à l'heure dans la conversation que ton objectif, ce n'était pas nécessairement de trouver là, derrière ces films-là la formule scénaristique à reprendre, mais qu'au contraire, c'était comme une occasion pour toi d'étudier quelque chose pour après aller ailleurs. Mais j'aimerais ça t'entendre un petit peu sur cette tension-là, comment développer une proximité envers des films, mais d'autre part, se servir de cette connaissance très approfondie de ces films-là pour développer complètement autre chose. Comment est-ce que ça s'est passé, l'écriture, après une étude de cas aussi pointilleuse de ces films-là? Bien, je pense que dans l'étude de cas, c'était un regard. Bien, c'est ça, c'était tellement lié aux stéréotypes puis aux mécaniques
lié au retour à l'ordre par rapport à l'hétéronormativité des personnages, que c'était comme mon angle d'approche de ces films-là. Après ça, moi, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus habitée par mes cours en scénarisation encore, puis les structures de films. Je pense que ça teinte encore plus mon rapport. Puis les films qu'on regarde, en fait, genre, même si je faisais une étude de cas pour ces 2 films-là, on continue à aller au cinéma, on continue à regarder des films, puis ça influence tout autant mon regard de voir comment les gens jouent avec la structure, comment les gens construisent une histoire de manière tout à fait classique ou de manière complètement éclatée. Donc, c'est ça. Ça n'a pas... je veux dire, ça n'a pas tellement contaminé mon regard sur le plan de la construction narrative, là, ces films-là. J'ai pas l'impression, du moins, que ça m'a habité si longtemps que ça. Je pense que c'était vraiment plus les notions théoriques qui m'ont suivi puis les stéréotypes. Je parle de films blockbuster, mais en fait, dans mon étude de cas, Home Day, qui était par Lynn Shelton, c'était une réalisatrice et puis c'était un film beaucoup plus indie. Donc, en fait, c'est vrai, c'était cette espèce de... Autant dans le film indépendant américain que dans le film blockbuster américain, on avait ces tendances-là, mais c'était abordé de manière quand même différente par Lynn Shelton. Mm-hmm. Mais parlant de stéréotypes et de ton écriture, comment c'est-à-dire que depuis tantôt, on parle de masculinité, on parle de stéréotypes de manière générale, on a parlé de comment tu abordes certains thèmes, tout ça, mais l'idée de stéréotypes, comment tu l'abordes ou le travail dans tes scénarios? Est-ce que à l'écriture même, il s'agit de grossir un stéréotype pour le ridiculiser, sinon d'imaginer des personnages qui tentent plus ou moins bien de s'en débarrasser, de s'en détacher? Comment tu travailles ce stéréotype-là, les stéréotypes dans ton écriture? Ah, toutes ces réponses, toutes les mécaniques sont bonnes pour moi. Des fois, c'est d'avoir quelqu'un qui est too much, qu'on va extrapoler un stéréotype, on va le mettre on va le confronter. Des fois, on ne le confronte pas du tout, puis c'est un malaise. Tu sais, des fois, d'écrire des scènes avec un niveau, c'est tellement gros, puis on dit on va laisser les spectateurs, OK, c'est ça, puis on va voir comment on va réagir. Tu sais, c'est de créer des malaises. Puis des fois, c'est souvent, en fait, pour moi, le choix de comment on va gérer des stéréotypes est souvent lié au genre. C'est-à-dire qu'une comédie, je peux me permettre 4 fois plus d'y aller à fond dans le stéréotype et de jouer plus gros, alors que quand je vais être dans quelque chose de plus de plus réaliste, de plus dramatique, c'est une autre manière. Je pense que ça mérite parfois un petit peu plus de dentelle puis de doigté, en fait, dans la construction de personnages. Tu sais. Mais tu sais, on a parlé beaucoup comment dire, on a parlé aujourd'hui, puis ça s'inscrit tout à fait dans le cadre du cycle de conférences-discussions qui nous réunit aujourd'hui, mais tu as tout un bagage théorique, un regard critique qui vient de ça, qui te suit, qui t'accompagne dans ta création, dans la création comme dans la vie, là, j'ai envie de dire, dans une espèce de circulation. Mais je vois comment ton regard critique sur certains enjeux te permet d'avoir un rapport critique à certains stéréotypes, mais de point de vue vraiment de l'écriture au sens là, zéro de la chose, c'est-à-dire quand tu écris tes scènes, est-ce que tu utilises le mot stéréotype ou dans les didascalies, comment on aborde dans l'écriture du stéréotype? Est-ce qu'on évacue, on dit juste femme 55 ans avec un char de l'année, ou on dit le stéréotype particulier, le typique stéréotype de la bourgeoise de Westmount, par exemple. Comment on écrit le stéréotype? Je vais décrire un personnage sans mentionner de stéréotype. C'est-à-dire que, puis je pense que c'est beaucoup plus agréable pour un lecteur aussi de pouvoir se laisser porter puis de créer son imaginaire. Donc, c'est de donner tous les outils visuels pour décrire un personnage. Puis le stéréotype va se manifester, bien sûr, dans les didascalies si on décrit certaines choses, mais aussi dans les dialogues. Mais je n'écris pas le cliché du gars, du beau gars, ou pour un film d'ado, par exemple.
j'ai jamais utilisé ce terme-là. Pour moi, le spectateur, le lecteur est comme mon premier, entre guillemets, spectateur, c'est-à-dire que j'ai pas... c'est pas une aparté, une didascalie, on est encore dans l'histoire. Moi, c'est comme ça que je l'aborde. Je sais qu'il y a des scénaristes qui l'abordent autrement, mais moi, j'ai envie que quand quelqu'un commence un scénario, il embarque et il n'y a rien qui le fait décrocher en disant « OK, parenthèse, je suis dans le stéréotype, je suis dans le cliché de ce truc-là. » C'est non, ce personnage-là, il existe. Puis aussi, il y a une manière dans un scénario, des fois, on place des choses, on met des choses en place. On veut que notre lecteur croie qu'on est justement avec cette espèce d'archétype de personnage. Puis finalement, on rentre avec des scènes à la fin d'une histoire, puis notre perception change du personnage. Donc, si on veut pouvoir jouer avec les lecteurs, je pense que je le mentionne pas trop de cette manière-là. Les personnages, je les bâtis, puis ils ont leur identité, puis ils ont leurs nuances. Donc, ouais. Une stratégie narrative que tu utilises dans Georges Imard, c'est le recours à des personnages qui, eux, verbalisent un regard critique sur certains stéréotypes. Je me demandais si tu pouvais nous parler un peu de comment cette idée-là t'est venue. Ça devient, il y a quelque chose d'un peu méta qui se met en place à l'intérieur de la web-série avec ton personnage, le personnage que tu interprètes, c'est l'autre interprété par Paul Amarani. Mais comment tu as développé cette stratégie-là, puis comment tu as l'impression que ça vient nuancer la réflexion autour des stéréotypes dans la fiction? Ben, c'est sûr que dans Georges Imard, il y avait comme une espèce de ton cynique aussi, là, il y a comme... c'est parce que c'est des espèces de personnages qui sont comme... qui se la jouent très intello, puis qui ont tout compris aux stéréotypes, mais qui sont complètement opportunistes, en fait, le personnage de Clara, mais ça permettait aussi ouais, c'est ça, ça permet d'aborder de front puis les stéréotypes, mais en même temps, je trouve que ça permettait aussi de faire une espèce de clin d'œil à tous ceux qui sont un peu bien pensants puis qui se disent « t'es pas assez... tu penses pas assez aux stéréotypes, puis t'es comme... » Je trouvais qu'il y avait une espèce de double discours intéressant qui était comme un peu de pointer tout le monde du doigt, c'est-à-dire que cette fille qui se croit tellement au-dessus des stéréotypes puis des catégories se rend même pas compte qu'elle-même engendre catégorise puis réactive certains stéréotypes elle-même. Puis dans le fond, ça permettait aussi de mettre en lumière que nos personnages qui peuvent être un peu détestables de par leurs stéréotypes, ben, je veux dire, on souligne... c'est ça. En fait, cette comédie-là, ça permettait de souligner un peu avec cynisme tout le monde qui essaie de se démerder dans leurs catégories respectives. Là. Oui. C'est un peu ça, c'était un peu ça le ton de Georges Imard. Là. On ne voit pas du tout de quoi tu parles. On n'est pas non, c'est ça. Tout le monde est un peu... Ouais. Ben, parce que je me méfie aussi, tu sais, les bien-pensants, tu sais, cette espèce de professeur qui a tout compris. Non. Tu sais, c'était un peu ça. Je trouve que des fois, on est très dur. Il y a un côté de moi qui est très dur envers la masculinité toxique, j'ai horreur, tu sais, tout ça, puis ces stéréotypes-là, mais il y a aussi... je trouve que parfois, il y a comme une espèce de manque de compassion. Tu sais, on peut vraiment reprocher à des filles d'être trop féminines, puis d'être trop clichés, puis de se dénuder. Puis on reproche à des hommes d'être trop musclés, d'être trop arriérés. Tu sais, je trouve qu'on peut être dur. Puis parfois, on manque un peu de compassion, puis on ne se questionne pas assez sur comment ça s'est construit, ces féminités-là, puis ces masculinités-là. Puis c'est ça. En fait, c'était cette manière-là de pouvoir, avec humour, se dire, au lieu de juste frapper sur ces gens-là puis de les juger sur leurs stéréotypes, ben, ils sont quand même le fruit de quelque chose, puis ils ont des sentiments, c'est-à-dire qu'ils ont une sensibilité. Mais c'est aussi une stratégie narrative qui te permet, particulièrement dans le cas de Georges Imard, je crois, de mettre en scène les angles morts d'un personnage. Oui, c'est ça. Ouais. Je me protège comme scénariste. C'est vrai, mais des fois c'est drôle hein, parce que j'écris des choses, puis il y a un personnage qui arrive, puis des fois je me dis, ce personnage-là, est-ce qu'il vient protéger la scénariste et son propos? Est-ce
Est-ce que c'est un peu ma protection pour que je sois certaine que le public sache que je ne pense pas ce que mon personnage vient de dire? C'est une bonne question, parce que des fois, je pense que oui. Comme là, je suis dans un projet en ce moment, puis j'ai quand même des moments où j'ai de la misère à assumer de faire une scène complètement sexiste, puis de ne pas intervenir. C'est ça. Fait que c'est là que je reviens à est-ce que c'est une comédie, est-ce que c'est un drame, qu'est-ce que j'assume, qu'est-ce qu'on peut se permettre comme niveau de malaise. Mais oui, des fois, ça, c'est à la relecture, ça saute. Puis on assume un peu plus notre démarche en tant que scénariste. Ou des fois, c'est le fait qu'un personnage arrive comme ça, des fois, on se dit « Ah, ben c'est peut-être qu'on a mal écrit la scène puis qu'il n'est pas assez. » Il manque d'éléments dans la scène pour qu'elle puisse vivre toute seule sans ce personnage-là qui vient nous rappeler rappeler que ce n'est pas socialement acceptable. Tu as ouvert la porte à notre dernière question en évoquant tes difficultés d'écriture autour de certaines scènes dans des projets en cours. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes prochains projets? Est-ce que ça tourne vers quoi? C'est cinéma, télé, les thèmes? Qu'est-ce qui t'habite en ce moment? Qu'est-ce que tu as envie de développer comme univers? Là, j'ai comme 2 projets. Il y en a un qui est déjà qui est en développement avec la SODEC. En fait, on a eu du financement pour écrire ce long métrage-là. C'est du cinéma. Ça s'appelle Chacal, en fait. Puis c'est très, très, très librement inspiré d'un fait divers d'une femme qui a été kidnappée dans les années 70, qui était liée à qui était la femme d'un richissime homme qui faisait de la margarine, en fait. Il y avait une compagnie de margarine, il était très riche, sa femme s'est fait enlever pour la plus grosse rançon à l'époque, dans les années 70 au Canada. Et c'est ça. Là, je suis en train de bâtir un film, c'est une comédie, on s'inspire librement de ça. Puis je m'amuse, mais c'est vraiment c'est de la comédie. Puis c'est ça, ça me fait très rire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnages, il y a une grande galerie de personnages, il y a beaucoup de personnages masculin, puis veut pas, ça reste le regard d'une fille de 2022 sur les années 70. Fait que je m'amuse un peu à faire parler mes personnages masculins puis à leur faire tenir des propos un peu déplacés. Puis en même temps, il y a cette espèce de montée féministe à l'époque là, avec les jeunes personnages de femmes. Fait que je crée tout ça. Fait que ça me fait rire. J'ai écrit une première version. Puis là, Charles qui a lu, il dit « Ouais, ils sont tous un peu épais, hein? » Je dis « c'est mon pari comique. Après, ça va être peut-être du dosage, mais je m'amuse beaucoup. Et dans ce cas-là, c'est un peu d'extrapoler les stéréotypes. C'est ça qui est drôle. Puis je pense vraiment que le clin d'œil d'une époque sur une autre. Puis c'est aussi le deuxième degré de notre perception quand on n'a pas vécu cette époque-là de « c'est sûr qu'il était vraiment intense dans les années 70 puis qu'il disait des affaires de même », alors que c'est peut-être pas le cas, là, je veux dire. Donc, je m'amuse avec ça. Fait que ce projet de long-métrage-là, puis sinon, un projet de long-métrage un petit peu plus personnel que je suis en train de développer, qui est comme, là, je ne serai pas dans la comédie, je vais être dans un drame plus familial, qui se veut un petit peu plus, entre guillemets, naturel, c'est-à-dire vraiment plus ancré dans la réalité que de la comédie. Donc, mais j'aime bien me promener, faire du drame, de la comédie, puis fait que c'est ça. Puis sinon, comme réalisatrice, là, j'ai des projets qui s'en viennent pour la télé. Il y a une série jeunesse que j'ai tournée l'année dernière qui va sortir prochainement qui s'appelle Les Cavaliers. Puis sinon, là, je travaille sur une série télé pour adultes qui s'en vient prochainement. Formidable. Merci beaucoup, Sarah Pellerin. Ça me fait plaisir. Très, très, très apprécié. Vraiment, c'était très éclairant. Tes réponses nous permettent de mieux comprendre ton univers, ton rapport au thème dont il a été question aujourd'hui. Je vais fortement encourager mes étudiants et étudiantes à jeter un coup d'œil à ton travail aussi. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci.